Donc, rebonjour à tous. Je viens de commencer l'enregistrement pour le cours synchrone de cette semaine. J'ai un certain nombre de points que je peux revoir avec vous, puis après on peut regarder un peu la théorie du cours, certains passages difficiles. Il y a peut-être des choses que j'aimerais souligner, et puis ensuite, je pourrai répondre à vos questions. Je J'ai été frappé en passant, en enregistrant les modules de cours, le dernier module de cours qui est très long. J'étais lancé, puis ça m'a pris 80 minutes pour l'enregistrer. Je ne pensais vraiment pas. Donc, il est beaucoup plus long que ce que je pensais. Puis, c'est peut-être pas le meilleur, disons, le meilleur show de ma vie, là, mais comme c'est très long à faire de mon côté, ben, je ne l'ai pas refait. Mais je pense que le matériel est bien là. Et il y a peut-être des passages un peu délicats là-dedans où vous pourriez avoir des questions pour moi. Donc, si on revient un peu, si on démarre les choses que j'aimerais voir aujourd'hui avec vous, ça, c'est le résultat du dernier mini-test. C'est fascinant comme exercice de voir combien, euh, effectivement, on a à peu près toutes les distributions. Quand on pose des questions qui sont euh, tirées directement des planches du cours, des PowerPoint du cours, ben, les moyennes ont tendance à tourner autour de 16-17. Et si on vous donne un problème avec quelques calculs à faire, même des problèmes simples, parce que bien sûr, les problèmes qu'on donne en mini-test sont tous des problèmes simples, des problèmes élémentaires. Vous voyez ce que ça donne. Bon, peut-être que, je vais dire, heureusement, l'examen final va être en présentiel. Donc, il n'y aura pas ce stress que vous pouvez avoir à faire ça en 30 minutes, puis à charger votre réponse sur le site. Donc, en passant, donc l'examen final est bien en présentiel le 7 mai, je dirais, si Dieu le veut. Vous voyez, comme nous, comme moi, les mesures sanitaires évoluer. Il n'y a rien qui garantit qu'on ne va pas se retrouver avec une éclosion et qu'à la dernière minute, on ne va pas être obligé de retourner dans une forme d'examen en distanciel. Donc ça, je ne sais pas. On avisera en fonction de ça. Je peux aussi dire pour aujourd'hui, avec Ahmad, on a convenu de faire un mini-test plus facile. Donc, on espère tirer autour d'une moyenne de 15 aujourd'hui, et c'est voulu aujourd'hui, sachant que la matière du cours présentée, donc les réponses en fréquence, c'est des modules assez costauds. Et si on pose des questions avec des calculs là-dedans, vous n'aurez jamais le temps de faire 130 minutes. Néanmoins, c'est des grands classiques, le genre de questions par rapport au calcul de réponse en fréquence. C'est bien partie intégrante du cours. Puis c'est des choses qui vont très probablement revenir à l'examen final. Une chose que je voulais aller pour je pense que c'est important pour moi de le mentionner, pour oui, le plan. J'ai chargé tout un paquet de documents, puis je ne trouve pas le plan. Une petite seconde, plan de cours, voilà. Donc là, je voulais peut-être revoir avec vous certains détails dans le plan de cours. Un de ces détails est que, on se rappelle qu'il y a 9 mini-tests. On va prendre vos 8 meilleurs. Si vous avez été absent une fois, ça disparaît. S'il y en a un où vous avez manqué votre coup, ça disparaît aussi. Et donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, le mini-test d'aujourd'hui est le dernier. Il n'y aura pas de mini-test la semaine prochaine. Je ne sais pas si vous allez être prêts pour vos questions en préparation du final. Je suis ouvert à proposer une plage pour répondre à vos questions en prévision du final. Une possibilité pourrait être, par exemple, que une semaine avant le final, par exemple le 30, je fasse une session comme celle-ci, qui aurait simplement pour but de me rendre disponible pour répondre à vos questions. Donc, si, si vous en exprimez le besoin, et je soupçonne que oui, je vais vous le poser comme une question. Session synchrone, qu'est-ce que ça donnerait? L'examen est le 7, qui est un vendredi. Donc, je pense peut-être le 30 pourrait être un bon moment. Je présume que vous allez bien rentrer à ce moment-là dans votre séance d'examen.
si vous êtes des 30, une autre possibilité, ayant déjà été étudiant, je peux présumer que le 30 avril ou le 5 mai, deux options possibles. Donc, si ça vous intéresse, laissez-le moi savoir. Si ça ne vous intéresse pas, c'est que vous êtes tous champions et prêts pour l'examen final, puis vous n'avez pas de questions. Avant de dire des bêtises, là, je viens de penser à ça instantanément. Donc, je suis en train de vérifier. Le 30, je n'ai pas de problème de conflit d'horaire. Je le sais. Le 5, je vais aller voir ce que ça donne. Attendez un peu, ici, ouvrir mon agenda. OK. Je m'en vais. Moi. OK. Wow, le 5 mai, c'est compliqué. Le 30 avril, ça aussi c'est compliqué. Mais je pourrais faire quelque chose en début de journée, le 30 avril. Je pourrais le faire peut-être le 6 mai. Je vais modifier. D'accord. Il y a une chose que je voulais vérifier. Ce que je fais normalement, puis je ne peux pas vérifier ce que je dis dans le plan de cours, là, mais normalement, pour le final, ce que je fais, c'est une feuille recto verso manuscrite. Mais je ne me rappelle plus si j'avais dit deux, parce qu'il y a beaucoup de matériel. Ah, OK. Je me corrige. Vous voyez dans le plan de cours ici, vous voyez dans le plan de cours, ici. Donc, il faut toujours traiter le plan de cours comme un contrat. Donc, on va dire deux feuilles recto verso aide-mémoire. Et manuscrite. Et calculatrice non programmable. En passant, il y a bien un cours la semaine prochaine, hein, je parle de ça maintenant, parce que c'est peut-être des questions que vous vous posez, on commence à tirer sur la fin, mais j'ai quand même pas mal de choses. Étant donné que l'examen est aussi tard, si l'examen avait été au tout début, j'aurais peut-être pas fait ça, mais comme l'examen est aussi tard, je pense que je vais vraiment vous donner un autre cours la semaine prochaine, là. Donc, je mets ça. OK. Donc, d'accord. Voilà. OK. Donc, ça, c'est pour le plan de cours. Maintenant, il y a peut-être pour le contenu du cours lui-même, j'aimerais attirer votre attention sur ce module-là. Donc, c'est quelque chose dont j'ai hérité avec le cours. Je ne suis pas très sûr de la source de ce chapitre qui vient d'un livre. Je me demande si c'est pas Malvino en français. Je ne sais pas d'où ça vient, mais je trouve que c'est très bien fait. Ça dit les choses de façon très claire et je me suis risqué à faire une dérivation en la tapant à la volée pendant que je faisais le module de cours, mais il y avait bel et bien, et j'aurais pu bien sûr
si j'avais été plus malin, avoir téléchargé ça, puis faire une présentation plus claire sur VIA, parce que la dérivation du théorème de Miller, vous l'avez ici, et elle n'est vraiment pas compliquée. Si je peux vous donner un hint fréquemment demandé à l'examen final de démontrer que, c'est tellement facile à démontrer que c'est des points cadeaux d'habitude. Et donc, bien sûr, le principe du théorème de Miller, comme vous le voyez ici, c'est que si j'ai deux nœuds à l'intérieur d'un montage, si j'ai deux nœuds à l'intérieur d'un montage, voilà, OK, là, plus joli. Deux nœuds à l'intérieur d'un montage X et Y, et je sais qu'entre X et Y, il y a un gain qui provient de l'environnement. Donc, dans un cas de figure comme ça, ce qu'on peut faire, ce qui est une option pour faciliter l'analyse qu'on a avec le théorème de Miller, c'est de, donc vous avez la dérivation ici, c'est de dire je vais remplacer Z par une impédance Z1, et dans cette impédance Z1, Z1 et Z2, c'est un équivalent à Z. Et l'idée de l'équivalence, c'est qu'il y a autant de courant qui sort de X vers Y ou de courant qui sort de Y vers X. Si vous mettez dans le montage une impédance Z1 entre le nœud X et la masse, et une seconde impédance Z2 entre le nœud Y et la masse, et la valeur de l'impédance, elle est là, puis Vx sur Vy, c'est le gain. Donc, Vy sur Vx, c'est le gain. Puis vous voyez que c'est symétrique dans le fond. Donc, il n'y a rien qui dit c'est quoi la direction du signal dans un circuit au sens large. Donc, et la dérivation, ben, elle se fait en deux lignes. C'est de l'algèbre élémentaire, ça se fait en deux lignes. Donc, le théorème de Miller, qui est extrêmement puissant, comme le théorème de Thévenin, c'est un circuit équivalent. Et j'ai, encore une fois, ce bout-là, qui est la dérivation complète, et si j'ai un gain entre les deux, ben, l'impédance est rapportée comme ça. Puis bien sûr, ensuite, on le fait pour des considérations fréquentielles. Attends un peu. Oups. Je ne veux pas descendre. Okay. Attendez un peu. Je vais faire ça. Le truc est collé. Donc, on peut s'en aller en fréquence, puis on peut dériver avec le même principe. On peut voir, et le théorème de Miller est extrêmement important parce que quand on a un gain A entre le X et le gain Y, par exemple, s'il y a un gain de moins 10, ça veut dire que si ça monte de 1 volt sur X, ça va baisser de 10 volts sur Y, et pour le condensateur qui va Q étant égal à C, delta Q étant égal à C delta V, le condensateur qui va consommer la même quantité de charge entre X et la masse versus entre X et Y, ben, il va être 11 fois plus grand. Donc, il y a un effet multiplicateur important, et ça, généralement, c'est ça qui va induire une réponse en fréquence de coupure haute dominante. C'est comme ça qu'un petit condensateur de 2 ou 3 picofarads qui est à cheval entre X et Y, si j'ai un gain de 100 dans le montage, ce qui est possible à faire, ben mon C de 2 picofarads, par exemple, entre la base et le collecteur, ou entre la grille et le drain, ce petit condensateur va se retrouver multiplié par le gain de tension du montage. Puis je vous ai souligné dans le module de cours le moins A, le négatif qui est là, qui est très, très, très réel. Et bien sûr, on peut se poser toutes sortes de questions, comme qu'est-ce que ça veut dire si j'ai A égale à 1, incluant 1 moins 1, ben, ça donne 1 moins 1, ça donne 0, Z sur 0, ça donne l'infini. C'est donc dire que si l'amplificateur vous garantit que la tension sur X est égale à la tension sur Y, c'est comme s'il n'y avait pas de condensateur dans le montage. Et aussi, le cas de figure tout à fait fascinant,
que si vous avez un gain A qui est non pas négatif, mais qui est en fait positif, comme plus 10, où est-ce qu'on retrouverait un gain de plus 10? Bien, on pourrait retrouver un gain de plus 10 avec un montage base commune ou avec un montage grille commune. Donc, dans ce cas de figure-là, on, on peut revenir sur le quiz de la semaine passée. Oui, je peux bien le faire. Je peux bien le faire. Attendez un peu. Juste une seconde. Donc, voilà. Donc, c'est ici. Le quiz de la semaine passée. Je dois dire cependant que je n'ai pas téléchargé les questions. Je peux toujours y aller en ligne. Attendez un peu. Est-ce qu'il y a on pourrait faire des exercices style examen final la semaine prochaine. Oui, je veux bien. Je veux bien faire des examens de style examen final parce que mais les examens, les exercices de style examen final, c'est les devoirs et c'est les mini-tests. Hein? C'est rien d'autre. Donc, faire des exercices de style examen final, on pourrait déjà commencer à en faire, mais ça, c'en est, et ça, c'en est. Et puis, si vous regardez les problèmes de devoir, donc oui, ce sont des examens de style examen final. Donc oui, effectivement, c'est une des options, mais il n'y a pas juste ça que je voulais faire. Il y a quand même un bout de cours que finalement je me suis arrêté parce que c'était rendu tellement lourd le cours pour aujourd'hui que je ne voulais pas en rajouter. Mais il y a la théorie sur le casse-code que je veux présenter. Je vais aussi, comme il n'y aura pas de mini-test, le cours va être plus long la semaine prochaine. Et je vais aussi vouloir vous montrer ce que certaines des simulations qu'on vous demande doivent donner au laboratoire et les discuter. Parce qu'il y a certaines de ces simulations-là, il y aurait des choses à, à observer là-dedans et j'aimerais vous les montrer. Donc, attendez un petit peu, je vais regarder s'il y a des choses que j'échappe là. Euh, donc, j'essaie de lire la question de euh, Madame Ramirez. Vous avez mentionné que l'intra sera de la forme du mini-test, mais est-ce que le final aura toujours ce type de question au niveau de difficulté? Et, le final, d'habitude, est un peu plus difficile que l'intra. Le final va durer 2 heures et demie. Et si je peux vous dire comment il est designé, le final, c'est la consigne. Et c'est comme ça que je travaille avec Ahmad, qui travaille avec moi pour le créer. Je peux vous dire que les 10 premiers points, ça va être des problèmes de mini-tests ou des problèmes de devoirs que vous avez déjà vus ou des questions comme il y a dans les mini-tests. Mais si vous ne savez faire que ça, vous ne dépasserez pas 10 sur 20. Après ça, il va avoir, pour atteindre 15 sur 20, il va falloir être capable de faire des problèmes un petit peu plus élaborés. Je dirais du style de ceux qui vous font souffrir au mini-test. Et ensuite, les derniers 3 points dans l'examen, ça va être des problèmes qui vont peut-être être un peu nouveaux. Et l'idée là-dedans, mon but à la fin de la journée, c'est d'être capable d'avoir une base rationnelle pour donner des A à étoiles. Et puis, j'aimerais bien que tout le monde passe le cours. Donc, attendez-vous à un examen gradué, donc avec les 10 premiers points faciles, comme des problèmes simples de mini-tests. Ensuite, pour vous rendre à 15, des problèmes peut-être un peu plus étoffés. Puis finalement, pour dépasser 18, ben, il va peut-être avoir une ou deux questions de réflexion. Euh, où est-ce que je suis là-dedans? Le quiz de la semaine passée, oui, je peux l'uploader si vous le voulez. Je n'ai pas, en fait avec la magie de Moodle Test, là, ben, je n'ai pas un imprimé de ça et je n'ai pas demandé à ce que ça soit fait. Mais regardez, je peux aller l'ouvrir. Je vais m'ouvrir un autre module puis je vais faire un partage d'écran. Et si vous avez une question spécifique, je vais, je vais tenter de le faire à la volée, bien que je n'ai pas de solutionnaire préparé devant les yeux. Attendez un peu. Ici, je vais aller au mini-test de la passée. En passant, il y a une chose que je voulais dire.
Je réalise, j'ai oublié, excuse, euh, un point important, la question risque de ressurgir qui vient du plan de cours. Une des choses qui vient du plan de cours qui va ressurgir, c'est la date de remise du dernier labo. La date de remise du dernier labo, il y a un changement par rapport au plan de cours. On a pensé que ce serait gentil de vous donner un peu plus de temps pour le faire. Donc là, ici, pour le labo, ça dit que quelque chose, quel est le labo? Ah oui, excusez, c'est bougé aussi facilement dans la vraie vie. Donc, si on s'en va ici, le labo, si je m'en vais ici pour le labo, ici, il y a une chose qui est dite ici, une chose qui est dite ici et qui n'est pas conforme. Oups, pointeur, crayon. Ça ici, euh, on a changé ça. L'énoncé de labo vous donne plus de temps. Donc, l'énoncé de labo, où est-ce que je l'ai ouvert. L'énoncé de labo dit, je vais taper ici, utile, texte. L'énoncé de labo dit 19 avril à midi, et c'est voulu, pas une erreur, c'est pour vous donner du temps. Ben, j'ai mis à, mettons, avant. Bon, d'accord, c'est clair. Donc, c'est ça que je voulais faire. Donc là, je suis en train de chercher le mini-test de la semaine passée, pour lequel, si j'ai bien compris, il y a une question qui vous a donné du mal. Je vais aller voir quelle est la question. On va la regarder ensemble. Je suis en train de me rendre au mini-test. Non, mini-test. Mini-test 8. OK. OK. Je sais pas pourquoi ça ne me permet pas. Navigation utilisateur, restauration. On va faire retour au cours. Je trouve pas comment y accéder, je m'excuse. Paramètres, dérogation, d'utilisateur. Pour le trier, filtre, question. Non, je m'excuse, je ne sais pas par où y accéder. Donc, je n'ai pas, la question, je n'ai pas le questionnaire sous la main, donc je m'excuse, je ne serai pas capable de le faire. Je ne me suis pas préparé en fonction de ça, puis je ne vois pas comment le faire maintenant, je ne veux pas perdre le temps de tout le monde maintenant. Est-ce que l'examen final est récapitulatif? Oui, bien que plus on avance dans le cours, plus les questions, disons, deviennent élaborées. Donc, ne pensez pas que vous pouvez oublier tout ce qui a été vu à l'intra et avant. On pourrait vous reposer une question de diode. D'habitude, les questions d'amplificateur sont plus intéressantes. On peut bien sûr avoir un transistor bipolaire à l'intérieur d'un montage. Il y a certainement un MOS, parce que si on ne met pas un MOS, c'est comme si on ne l'avait jamais questionné. Donc, l'examen, c'est oui, récapitulatif de tout le trimestre. Donc, quelqu'un me repose le théorème de Miller. Je vais. Donc, oui, l'examen est récapitulatif avec probablement une emphase croissante sur les questions avancées.
Et pour aller au théorème de Miller, comme je vous dis, j'aime bien la dérivation qui est là. Elle est faite pour moi en long et en large. Et vraiment, l'idée du théorème de Miller, je répète l'idée, là. L'idée, c'est que vous avez deux nœuds, n'importe quel deux nœuds dans un montage. Si vous savez qu'entre les deux nœuds, il y a un gain de A entre les deux nœuds, gain qui étant exprimé comme Vy sur Vx ou Vx sur Vy. Donc, l'impédance Z1, une impédance Z1 entre X et la masse, sommet le même courant qu'entre X et Y. Autre question? Peut-être? Oui, M. Tournier. Oui. Moi, ma question, c'était pour à la page 13 du document de la dernière capsule vidéo, là, dans la réponse en fréquence d'un circuit. Là, vous faites une transformation avec le théorème de Miller, je pense, puis là, vous transformez C mu en C équivalent, mais je ne sais pas comment vous avez fait, puis c'était plus pour ça ma question. D'accord. Comme je Merci de me comprends, pointer. je pensais que je comprenais Merci. le théorème, mais ouais, C'est donc dans c'est bon. ce module-là, c'est ce module-là, correct? Oui, c'est ça, Ouais. 13, page 13. D'accord. D'accord. Merci de me pointer au bon endroit, comme ça je ne vais pas vous ennuyer. Bon, ici, théorème de Miller. Donc, là, on a un circuit, puis là, évidemment, on ne met pas des gants blancs rendus à ce point-ci par rapport au modèle petit signal. Donc, il y a bien sûr, et je l'ai dit dans le module le cours, mais ça devrait vous frapper, qu'on a escamoté la moitié du théorème de Miller. Vous observez, et ça peut être une chose qui peut vous déranger, on a choisi de ne pas mettre le condensateur de sortie. Je me cherche une plume. Donc, il y aurait un condensateur de Miller en sortie et on a choisi de ne pas le mettre ici. Donc, on a choisi de ne pas le mettre, pas parce qu'il n'existe pas, mais parce qu'on fait si vous voulez, le choix éditorial qu'il ne sera pas dominant, donc il ne va pas compter. Donc, si je veux illustrer, qu'est-ce que je veux dire par là? Je m'en vais au début du module de cours. Si vous savez, et évidemment, on est rendu de l'autre côté, hein? On est rendu de l'autre côté, ici. S'il y a un pôle dominant par rapport à un pôle qui n'est pas dominant, un pôle dominant par rapport à un pôle pas dominant, la même chose est vraie des deux côtés. Donc, si on dit s'il y a entre les deux octaves, un octave, c'est un facteur de 2. S'il y a un facteur de 4 en fréquence, 2 octaves sur la fréquence de coupure, essentiellement, il y a dans ce cas-là une fréquence de coupure dominante et on peut négliger l'autre. Donc ça, c'est l'idée sous-jacente. Et donc, si je m'en vais à la page 13, donc la première question, il devrait bien sûr y avoir un condensateur ici. Il devrait y avoir un condensateur ici, comme le théorème de Miller le dit ici. Donc, si on connecte les morceaux, il devrait y avoir un condensateur CM2, CM2 qui est égal à C fois 1 moins 1 sur A. Mais si j'ai un montage, là où le théorème de Miller va me gêner d'habitude, c'est si mon A vaut, par exemple, regardez, si je prends mon exemple du 2 octaves, mettons que mon gain vaut 4 ou plus. Donc, j'ai un source commun, j'ai un émetteur commun, j'ai un gain de moins 4. Donc, à ce moment-là, le condensateur CM1 va être de 5 fois le condensateur C qui est à cheval. Donc, c'est le même condensateur, donc le CGC ou le CGD. Puis, de quoi on parle, de quel objet on parle. Si on s'en va là, on peut trouver le condensateur dont on parle. On peut trouver. Donc, dans la vraie vie, à un moment donné, on va trouver le condensateur. Je le cherche.
cherche. Oui, le condensateur. Il y a le input capacitance, il y a le output capacitance, input capacitance. Il est où? CIS, c'est output capacitance. Je m'attendrais à trouver CGS en quelque part. J'y vais en impro, donc je vais voir que je ne pas. Donc, ils ne l'ont pas appelé comme ça. D'habitude, on s'attend à trouver un CGS. C'est Common Mode Reverse Transfer Capacitance. Reverse Transfer Capacitance. Common Mode, Common Source Output Capacitance. C'est un peu truqué ici, là, parce qu'ils ne m'ont pas donné à quel endroit les mettre, les fameux condensateurs. Et c'est un composant qui est discret. Et vous voyez ici là, les valeurs des condensateurs. Mettons que je prends ça comme condensateur, 85 picofarad. Ça m'apparaît une valeur très élevée. D'habitude, on ne prend jamais des valeurs élevées comme ça dans les problèmes, sauf que c'est un composant discret. J'ai aussi en banque, celui-là, qui est le bipolaire. Et pour le bipolaire, pardon, excusez-moi, bipolaire, ce que je cherche c'est d'une façon claire, le condensateur. Et là, si il est où mon condensateur? CB. Vous voyez ici le collector base puis emitter base. Donc, si j'ai de la base à l'émetteur, ça, ce serait la capacité d'entrée. Ça, c'est le condensateur qui est à cheval entre les deux. De façon très, très commune, le condensateur qui est à cheval entre le collecteur et la base est plus petit que celui qui est entre la base et l'émetteur. Si on s'en va ici, je pense que c'est bien ça et c'est quand même notable. En fait, je suis en train de le découvrir en vous parlant. Je ne m'étais pas arrêté à ça avant. L'input capacitance, c'est 300 picofarad et celui qui est à cheval entre les deux, c'est 85. Là, je retourne où est-ce que vous voulez que je discute. Donc, j'ai deux condensateurs, un entre l'entrée et la masse et un entre la masse et, entre l'entrée et le nœud de sortie, de drain. Donc là, je retourne ici. Et là, ce condensateur qui est là, va se trouver multiplié par l'effet Miller. Donc, choses chargées, réponse potentielle, OK. Donc, j'ai mes deux condensateurs, et dans ce qui était tantôt, ce serait le 300 picofarad, qui est là, pour le VN2222. Ça, c'est le 85 qui est là. Et là, vous allez avoir et là, le 85, vous faites quoi avec? Bien là, l'idée, c'est de le multiplier par, c'est 1 plus, plus GML. Pourquoi? Parce que le gain du montage, et ça, j'ai modèle petit signal fréquentiel, je crois bien avoir chargé, l'amplificateur grille commune, je voulais avoir la source commune. Bon. Si vous allez à source commune, vous avez, je suis désolé, j'ai quelque chose que j'ai pas chargé, mais le GRM, c'est l'expression simplifiée du gain. Le gain du montage, c'est moins GRM. Et je pensais de l'avoir chargé, mais je ne l'ai pas chargé. Donc, je ne peux pas le charger en temps réel sans interrompre le cours. Là. Modèle petit signal, ampli, grille commune. C'est vraiment la source commune. Je me suis fourvoyé. Je m'en vais à la source commune. Vous êtes capable de le faire en tandem avec moi, puis je vais le mettre en ligne. Je vais faire un partage d'écran dans 2 minutes.
C'est moi juste me déplacer. Ça, c'est une des difficultés dans le cours. Parfois, les équations viennent de loin. Ils viennent d'un autre module de cours et c'est pour ça. Ah, tiens, est-ce que je l'ai ici? Est-ce que dans le résumé de réponse en fréquence, est-ce que j'ai changé le résumé réponse en fréquence? Un autre endroit où je vais l'avoir. J'ai le résumé BJT, je n'ai pas mis le résumé réponse en fréquence. Tout pour moi. Donc, je m'en vais ici. Là, je suis sur un autre écran, sur un autre Moodle. Je suis en train d'aller à chercher le module source commune, le module de cours source commune. Il est à la... Il est à la... Je prends vraiment le temps de vous le montrer spécifiquement, là. Et c'est le module de la semaine 9. Vous avez le module de la semaine 9, amplificateur en configuration source commune. Je suis en train de m'y rendre, là. Et on finit par trouver l'expression du gain. Et l'expression du gain, à la fin de la journée, en source commune, là, si je fais un partage, j'essaye de trouver la bonne, faire un partage de l'écran, tableau blanc, non, RS. Je vais faire, où est le partage de l'écran? Je vais faire un partage de l'écran, tableau blanc, non, RS, partage, où est le partage d'écran? Partage d'écran est ici, d'accord. Donc, je vais partager mon écran. Là, vous devriez voir mon partage d'écran. Ça s'en vient. Encore. OK, là, ça me dit que l'écran est partagé. C'est donc le bon module de cours, d'accord? Et si vous voyez dans ce module de cours, si je vais aller ici, je vais me donner une plume, je vais le grossir, attendez un peu, je pense que je ne peux pas faire mieux que ça. Je vais me donner ici, allô, je l'ai ouvert dans l'interface, je n'ai pas de plume. Bon, vous voyez ici, est-ce que vous voyez mon pointeur? Je ne sais pas ce que vous voyez. Est-ce que vous voyez le pointeur AV est égal à moins GM R équivalent divisé par 1 plus GM RS fois RG sur RG plus RSIG. Quand RS est égal à 0, le gain, c'est moins GM R équivalent fois l'atténuation en entrée. Si la résistance du signal, c'est 50 kΩ, que RG vaut 1 meg, ça ici, ça vous donne essentiellement 1. Si RS est égal à 0, AV, c'est moins GM R équivalent. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le gain est de moins GM R équivalent. Je pense que je vous ai perdu en route, désolé. Donc, et là, je reviens ici, réponse fréquentielle. Non, je reviens au module de cours. Réponse fréquentielle. Module. OK. Que je demande? Pourquoi il fait ça? Réponse fréquentielle. D'accord, voilà. OK. Donc, GM R équivalent, si c'était la question, c'est moins le gain. Donc, suivant Miller, le gain est égal à moins GM R équivalent quand il n'y a pas de résistance de source et que l'atténuation à l'entrée est négligeable. Donc, le gain entre ce nœud-là et ce nœud-là, c'est GM R équivalent. Donc, c'est quoi le condensateur qu'on met à l'entrée? On met le 300 moins le gain qui est moins GMRL fois le 85. Donc ça vous donne le condensateur. Et là, maintenant, ça vous fait un petit circuit simplet à analyser avec une boucle d'entrée, puis une boucle de sortie. On a négligé lui, parce que mon 85, ici, serait multiplié, suivant ce module théorique, par 85 fois 1 moins 1 quart. Donc, j'aurais 85 en sortie. Oups, je vais à place. J'aurais donc, dans le fond, il aurait fallu que je garde 85 picofarads en sortie.
Mais d'habitude, ce qui va se passer, donc si j'ai le coût du 4 que j'ai choisi, c'est pour me donner 2 octaves. Donc, naturellement, si je suis au même niveau d'impédance à la sortie qu'à l'entrée, le pôle induit par le CM2 va être à une fréquence 4 fois plus élevée que CM1, mais si en plus l'impédance de sortie qui est là est de l'ordre de, mettons, 5K, et que l'impédance d'entrée est de 50K, là, vous allez avoir un facteur de 10 lié au niveau d'impédance avec un facteur de 4 lié, parce que là, en plus, vous avez le 300 plus le 85 plus. Donc, ça vous donne, si je le tape ici, dans si gain égale moins 4, le C entrée, plutôt là, va être égal à 300 plus, parce qu'il y a moins, plus 4 fois 85. Donc, ça me donnerait 4 fois 85, ça me donnerait donc 320 plus 20, 340, 640 picofarades. Donc, si je le fais avec des chiffres, le condensateur qui est là, ici, le condensateur qui est là, c'est 640 picofarades. Picofarades. Puis le condensateur qui va être en sortie, je vais prendre le temps de le faire au long, juste pour, parce que c'est le genre de choses qu'on vous demanderait de faire dans un problème d'examen. Pas faire un calcul super approximatif, mais un calcul qui a un certain degré d'exactitude avec les vrais chiffres. Ce que ça me donnerait, ce serait 85 fois 1 moins 1 divisé par, pardon, je vais en anglais, divisé par 4. Donc, 1 quart, 1 moins 1 quart, 0,75, et la valeur du condensateur de sortie va diminuer. L'examen final, c'est juste le NMOS, c'est pas la réponse en fréquence. L'examen final, ça inclut le NMOS, ça inclut la réponse en fréquence, ça inclut le théorème de Miller, ça inclut les bipolaires, c'est tout le cours. C'est un cours d'électronique, c'est pas un cours de théorème de Miller, c'est pas un cours de MOS, c'est toutes ces réponses. Donc, ce qui est très important, c'est l'intégration des connaissances. Donc, bien sûr, le théorème de Miller est inclus, mais comme c'est le petit dernier dans le cours, c'est les affaires qu'on a montrées en dernier, et j'aime ça, le théorème de Miller. Donc, je trouve ça extrêmement intéressant. Donc, un examen final sans une question, de ce type-là. Je vais vous donner un hint. Un examen final sans une question de ce type-là, ça ne se peut pas. D'accord? Donc, attendez-vous à avoir une question qui a cette gueule-là, à l'examen final, et puis une question qui a cette gueule-là, où on va vous demander de faire une analyse fréquentielle, et puis où on va vous demander, est-ce que j'ai téléchargé les devoirs? Je devrais en avoir une avec une... Oui, question, M. Tournier? Oui, moi, c'est quand que vous voulez. Là, vous l'avez fait comme ça, mais dans les notes de cours aussi, je pense que j'ai vu le formule qu'il y avait comme le gain à mi-bande divisé par racine de 2. C'est quand on fait ça quand, mettons, vous demandez le gain corrigé ou quelque chose comme ça? Ça, c'est une bonne question. C'est une bonne question qui peut être une question piège et qui peut dépendre de l'année où le cours est donné.
et de l'âge du capitaine, c'est-à-dire comment le créateur de la question se sentait. Et c'est un peu une question piège. Et une des choses que j'aime bien de ce module de cours, c'est que c'est mieux dit. J'étais fatigué à la fin du module de cours quand je l'ai enregistré l'autre fois, là, et c'est beaucoup mieux dit ici que ce que j'ai fait en parlant dans le module de cours. Donc, je vous invite à aller le relire ici. Donc, effectivement, si on fait les choses correctement, on devrait mettre le vrai gain. D'accord? Donc, normalement, quand on fait le théorème de Miller, on devrait mettre le vrai gain. Là, maintenant, vous pouvez venir me dire, et vous auriez tout à fait raison, de me dire, oui, mais monsieur, vous n'êtes pas cohérent. Pourquoi vous n'avez pas mis la racine de 2 ici? Ben, effectivement, on n'est pas cohérent. Donc, et vous allez trouver cette contradiction, je ne l'invente pas. Ça, c'est ce que vous avez ici, c'est verbatim tiré c'est une figure qui vient de Cedra et Smith, et je ne vous dirais pas qu'elle est fausse, je vous dirais que le racine de 2 n'a pas été pris en compte. D'accord? Parce que quand Cedra et Smith fait cette analyse-là au point où il le fait dans le bouquin, et c'est pour ça que ce module de cours, c'est que Cedra et Smith ne fait pas ça. C'est pas parce que c'est pas vrai, c'est parce que Cedra et Smith n'est pas allé là dans le module de cours. Mais c'est pas parce que vous avez voulu faire l'autruche que c'est pas vrai. Donc, dans la vraie vie, il faudrait tenir compte. Donc, si dans la question, écoutez, si vous voulez être sécuritaire, il faudrait corriger le gain par le racine de 2. Le racine de 2 venant réduire le gain par le fait que le gain réel, si je retourne à ce module de cours, le GMR, et ça c'est vraiment une bonne question. Ce que Cedra et Smith a fait, c'est qu'il a pris le gain ici. Il a pris le gain ici. Mais le gain effectif à la fréquence de coupure est 3 dB plus bas. Donc, à l'examen, qu'est-ce qu'on fait? Si tu veux être safe, tu mets le racine de 2. Si tu ne mets pas le racine de 2, dans un examen à Moodle Quiz, tu vas perdre les points. Mais si tu es corrigé par un humain, ben là, la personne va t'enlever une partie des points. Donc, si vous voulez être sécuritaire, à l'examen, mettez le racine de 2. Et le racine de 2 sort de où? Il sort de là. C'est quoi ce racine de 2? C'est la réalité, c'est que vous êtes au point moins 3 dB. Donc, le théorème de Miller est rigoureusement vrai, mais il est mathématiquement vrai, rigoureusement vrai, mais c'est Vx moins Vy qui compte. C'est le gain effectif à la fréquence d'intérêt. Donc, il faut vraiment se placer à la fréquence d'intérêt. Vous pourriez mettre Vx en fonction de f et Vy en fonction de f. Donc, rigoureusement, quand il y a un pôle dominant, il faut vraiment mettre le racine de 2. D'accord? Est-ce que ça... Parfait, merci. Donc, à un moment donné, si vous me dites l'ensemble du cours n'est pas tout à fait cohérent, oui, c'est vrai. Parce que, au risque de me répéter, dans ce module de cours-là, dans cette phase-là de l'analyse, le racine de 2 n'a pas été pris en compte. Et dans l'exemple qui suit, un exemple, dans l'exemple qui suit, le racine de 2 n'a pas été pris en compte. Et on fait quoi? On coule Cedra et Smith? Ben, l'atténuation du gain au point à 3 dB n'a pas été prise en compte dans cette réponse. Donc, la réponse est une approximation, ce n'est pas exact. D'accord? Parfait, c'est bon, merci. Ouais. Donc, écoutez, normalement, c'est plus juste de mettre le C corrigé
Mais étant donné la manière avec laquelle c'est présenté, si on ne veut pas être trop salaud, une façon de le formuler est tenir compte de l'atténuation à la fréquence de coupure. Une manière de rendre un problème plus difficile, c'est de ne pas vous dire ça, puis de vous laisser vous dépêtrer pour voir si vous êtes capable de transcender la question, puis vous êtes capable de la dépasser. Bien sûr, c'est la manière d'aller dans les points entre 18 et 20, là, si vous voulez. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions auxquelles je peux répondre. Il y a peut-être une chose que j'aimerais vous pointer. Je dois dire que je ne me suis pas trouvé bien bon quand j'ai fait ce bout-là, mais c'est clairement dit ici, et c'est de là que ça vient en passant. C'est de là que ça vient. L'histoire de comment combiner des fréquences de coupure quand il n'y a pas de pôle dominant. Donc, quand il n'y a pas de fréquence de coupure dominante, il y a deux formules que cette référence-là propose et que Sidra et Smith ne proposent pas. Donc, c'est un manuel qui est d'une certaine façon plus accessible, plus simple que Sidra et Smith, mais qui fait des choses que Sidra et Smith ne fait pas. Puis, il y a cette notion qui peut être déroutante, là, ici, c'est de calculer une fréquence de coupure combinée en combinant des termes de fréquence de coupure individuelles comme si c'était des résistances que l'on met en parallèle. Donc, c'est vraiment une manière de faire une moyenne géométrique entre des termes. C'est une règle heuristique. Je ne crois pas que ça se prouve. Et quand on vous dit ici, ça bien sûr, c'est une formule heuristique. Ça, c'est une formule heuristique. Vous avez toujours le droit de calculer ce que vous voulez et le module théorique qui est là vous dit que la meilleure manière de l'estimer, c'est de faire la moyenne entre la fréquence de coupure dominante et la fréquence de coupure combinée qui s'obtient comme la somme de la fréquence de coupure dominante et de toutes les fréquences de coupure qu'il y a dans le montage. Et le même coup avec la haute. Ça, c'est pour la basse, ça, c'est pour la haute. Disons que je ne pense pas qu'on va aller là à l'examen final, mais si jamais vous rencontrez une problématique, parce qu'il y a bien des choses qu'on n'a pas dans la théorie d'un cours de base, mais si je m'en vais ici dans le module de cours, et c'est un problème qui se pose plus vite qu'on pense. Qu'est-ce qui se passe quand je calcule mes deux fréquences de coupure? Quand je suis rendu ici, quand j'ai mes deux fréquences de coupure et que le rapport de 4 entre la première et la deuxième n'est pas respecté, qu'est-ce que je devrais faire? Bien, si vous voulez avoir la bonne réponse, si vous voulez vous approcher de la bonne réponse, il faudrait exploiter cette formule qui vous est donnée. En passant, l'exemple qui est là est accessible et intéressant. Donc, si vous voulez, de quoi ça a l'air un problème d'examen de réponse en fréquence. Donc, ça ici, c'est la boucle, là. Excusez, je cherche là, parce que c'est très très petit là où je navigue. C'est lui. Ouais, c'est ça. Donc, si vous voulez la bonne réponse, quand il n'y a pas une fréquence de coupure dominante, cette référence vous donne une solution. Puis, si vous voulez voir de quoi ça a l'air un problème d'examen de réponse en fréquence, très bon. On pourrait très bien prendre ce problème-là tel quel, puis transposer les données, puis vous le demandez à l'examen final, peut-être à une nuance près. Ici, regardez, on a fait quelque chose qu'on n'a pas encore fait dans le cours, la semaine prochaine, combiner deux, deux transistors. En passant, si je vous pose, mettons que je veux faire un problème d'examen, sans calcul. Voici un schéma d'un amplificateur. Problème d'examen. Quelle est la configuration du premier étage?
quelle est la configuration du second étage? Le premier étage est un émetteur commun parce que je rentre par la base et je sors par le collecteur. Le second étage est un drain commun parce que je rentre par la grille et je sors par la source. Donc, question pour un problème d'examen. Dites dans quelle configuration est le premier étage et le deuxième étage? Ou décrire en vos propres mots la configuration de cet amplificateur. Donc, le premier, c'est un amplificateur de 2 étages constitué au premier étage d'un amplificateur émetteur commun et au deuxième étage d'un amplificateur d'un transistor amplificateur MOS drain commun. Le premier étage est émetteur commun parce que je rentre par la base et je sors par le collecteur. Le deuxième est drain commun parce que je rentre par la grille et je sors par la source. Deuxième question. Les condensateurs CC1, CC2 et CC3 introduisent-ils une fréquence de coupure haute ou une fréquence de coupure basse? Expliquez. Bien sûr, c'est des fréquences de coupure basse, les trois. Une fréquence de coupure haute, ça va se passer entre, d'habitude, c'est le condensateur, c'est la capacité parasite qu'il y a entre là et la masse, c'est la capacité parasite qu'il y a entre là et entre la base et le collecteur. Et la fréquence de coupure haute ici, d'habitude, c'est un montage qui répond à très, très haute fréquence. Puis regardez, là, le théorème de Miller s'applique. C'est quoi le gain entre C, G, D? Ben, il n'y en a pas de gain. Le condensateur est directement replié, donc le condensateur est directement en charge. Donc, il y aurait une fréquence de coupure haute qui n'est pas nécessairement négligeable, hein, parce que l'envers de médaille de venir mettre 10 MeV, 10 MeV, si vous avez 10 MeV, 10 MeV, et que vous avez en parallèle le 300 picofarad dont je parlais tantôt, ben, il va finir par compter votre 300 picofarad. Maintenant, si votre premier étage a une impédance de sortie relativement faible, la fréquence de coupure haute va être élevée. Donc, CC1, CC2 et CC3 introduisent-ils une fréquence de coupure haute ou basse? Basse, parce que c'est des condensateurs de couplage qui laissent passer le signal à fréquence intermédiaire et qui coupent le signal à fréquence élevée. De où peut venir la question d'examen? De où proviendrait la fréquence de coupure haute? Ben, du C mu, C pi et C mu de Q1 et CGS, CGD de M1. Je ne sais pas si on vous fait un joli calcul numérique. Donc là, évidemment, on vous le fait au long. Puis, exercice, un problème d'examen, d'accord? Un beau problème d'examen pour vous pratiquer. Et là, on vous fait calculer des fréquences de coupure haute, d'accord? Et là, évidemment, c'est un peu plus difficile. Est-ce que j'ai la formule? Mais donc là, ça serait un problème vraiment difficile pour aller entre 20 et 22, là, parce que vous n'avez pas la formule. Il faut être capable de dériver la formule. Je dirais que celui-là est cochon. Donc, je dirais que le problème que je vois devant mes yeux est au-delà de ce que je couvre présentement dans le cours. Et à moins de vous donner un problème comme ça en devoir, si je veux que tout le monde aille 0 dans une question, c'est un très beau problème. D'accord? Donc, ce bout du problème est un peu trop difficile parce que vous ne savez pas comment gérer le 1 sur GM là-dedans. Et il faut retourner. On n'a pas le choix. La formule, on ne l'a pas. Il faut retourner au modèle petit signal et la dériver. Dans un examen, allô? Oui, OK. Donc, si vous n'avez pas la formule et que vous êtes obligé de la dériver, ça se fait. Tout se fait. Mais c'est long. Et si vous ne l'avez jamais fait, ce n'est pas à l'examen que vous allez découvrir comment le faire d'habitude. OK? Est-ce qu'il y a d'autres questions auxquelles je peux répondre? Donc, aujourd'hui, je vous répète, ça va être
Le but, c'est de vous donner quelque chose de relativement facile. Je vous l'ai déjà dit, puis je vais le redire. Si on vous donne des problèmes nouveaux, un peu difficiles, on démolit tout le monde dans la classe, puis je ne veux pas faire ça. On essaie de trouver des problèmes d'une difficulté raisonnable pour le niveau où vous êtes dans le cours. De réessayer pour le quiz de la semaine passée. Donc, écoutez, je veux bien, là, je vais ressortir le problème de le quiz, le quiz, je ne sais pas. Est-ce que vous parlez de l'intra de ce trimestre ou si vous parlez, qu'est-ce que vous appelez le quiz, le mini-test? Le mini-test. Le problème du mini-test, c'est que présentement, pour une raison qui m'échappe, je n'ai pas accès à la question. C'est probablement tout simplement parce que je suis maladroit avec Moodle. Je vais me réessayer. J'ai essayé tantôt, mais je n'ai pas trouvé comment passer. Je vais me réessayer. Pire que ça cause, c'est un silence. Donc, je me réessaye d'y avoir accès à la question. Un peu. Mini-test 8. J'essaie d'y accéder. Je démarre. Quelles sont mes options? Tentative. Bonne chance. OK. Ah! J'ai trouvé. J'ai trouvé. Page d'écran. J'ai changé de mode et j'ai mis laquelle des questions? C'est pas le partage d'écran, c'est entre la chaise puis le clavier. C'est le professeur qui ne savait pas par où passer. Donc, laquelle des questions? Celle de 5 points, la plus difficile? Est-ce que c'est cette question-là qui vous intéresse? Donc, considérez le circuit suivant. Calculez les tensions de polarisation à chaque nœud. Calculez les courants circulants dans chaque résistance. Dans quelle région le transistor fonctionne-t-il? J'aimerais vous faire remarquer que c'est exactement le problème du mini-test que je vous posais tantôt. Exactement. Donc, vous avez VDD, 10 MB, 10 MB, VDD sur 2 ici. Donc, si vous avez, là évidemment, vous avez chacun votre VDD, vous avez chacun vos valeurs. Si, mettons, j'ai VDD égale à 10 volts, ça va me donner 5 volts. Donc j'ai 10 MB, 10 MB, ça va donner 1,5 de VDD. Donc, la tension sur la grille va être égale à 1,5 de VDD. Il y a quelque chose qui est... Donc, est-ce que c'est ce problème-là qui vous intéresse? C'est exactement ce que je dis. Et regardez, je suis dans un environnement où je ne suis pas capable d'écrire. Si c'est ça, mais je suis capable de... Là, maintenant que je l'ai trouvé, je suis capable de faire ça. Et c'est ce problème, si vous ne l'avez pas, vu, si vous ne l'avez pas compris, ben, je vais chercher pour vous, là. C'est ce problème-là. C'est exactement le même problème. Donc, si vous savez résoudre ce problème-là, vous savez résoudre le problème du mini-test, et au risque de me répéter, si vous ne l'avez jamais fait, attendez-vous pas être capable de le faire à l'examen live. Donc, ça, c'est un très bon problème de pratique. Et
problème de pratique pour l'examen final autour de 10 sur 20, ben, vous prenez, là, je m'en vais au questionnaire, puis là, donc, si c'est ça le problème qui était difficile, vous avez une variante du problème qui est faite là, au long, avec la solution, tout est là. Et là, je vais ouvrir le micro de M. Zarad. Oui, M. Zarad? Oui, bonjour monsieur, je voulais juste préciser que c'est pas la même question car si vous lisez l'énoncé en haut pour le mini-test que vous avez affiché, il mentionne qu'on est comme au début de la zone de saturation, sur la limite de zone de saturation, donc ça simplifie les calculs. C'était pas la même chose que pour le mini-test qu'on a passé. Excusez, est-ce que j'ai pris le bon? Non, je m'excuse, j'ai pas pris le bon. J'ai 8. 8. Celle-là? Oui, en fait, oui, Écoutez, je vois que j'ai choisi le mauvais, je ne sais pas ce qui se passe là. Ça, c'est la solution. Quiz 8, V1, révision 1. Je ne comprends pas ce qui se passe. C'est la question 2. C'est ce qui se passe. Question 2. Quelle est la différence entre... on joue à chercher l'erreur. Oui, Charlie, là, c'est quoi la différence entre ce problème-là et... Dites-le moi, je ne le vois pas, là. Aidez-moi. Donc, si je m'en vais au partage de l'écran, je retourne au partage de l'écran. monsieur, si vous regardez juste le solutionnaire proposé pour ce mini-test numéro 8, vous allez voir qu'il a fait des hypothèses car selon l'énoncé, il était comme à la limite de la zone de saturation. Donc, il a fait des hypothèses pour simplifier les calculs. Juste si vous regardez le solutionnaire, vous allez comprendre de quoi je parle. De ce problème-là? Est-ce que j'ai accès Oui, oui, oui. aux questions? Vous l'avez affiché tout à l'heure. Ouais. Ouais. Attendez un peu. Donc, si vous parlez du solutionnaire, attendez un peu. J'ai beaucoup de fichiers devant moi. Excusez-moi. C'est pas lui. Pas lui. Si c'est l'hypothèse qui vous confond, on peut en parler. Est-ce qu'il y a une hypothèse qui vous dérange là-dedans? En fait, si vous regardez le deuxième calcul qui a été fait ici, quand il a calculé VD, il a écrit VD c'est égal à VG moins VT. C'est le cas car si vous regardez, il a écrit Edge of the Saturation. C'est pour ça qu'il a pris cette ligne de calcul pour calculer VD égale à VG moins VT. Alors que pour le mini-test qu'on a passé la semaine dernière, ce n'était pas le cas. On ne pouvait pas utiliser cette expression pour trouver VD. C'est à cause de ça que... Je comprends. Et si vous n'avez pas compris le coût de la variante mineure, là, le problème a l'air pareil, mais il ne l'est pas. Donc, si on regarde, j'arrête, puis à l'examen, toujours lire la question. OK, je n'ai pas lu la question. Pour le circuit, C1 et C2 sont grands. Le transistor NMOS a les caractéristiques. Sachant que Q1 opère au bord de la saturation, ce qui permet de poser cette hypothèse-là. D'accord? C'est un problème. Merci, vous avez raison. C'est une façon de formuler l'énoncé qui permet de poser une hypothèse simplificatrice quand on fait le calcul. Vrai. Là, je veux juste voir si, puis là, ce que je comprends, c'est que vous n'avez pas le droit de faire cette hypothèse-là dans dans le mini-test de la semaine passée. C'est bien ça? Oui, exactement. Dans le mini-test de la semaine passée, il n'a pas précisé qu'on est sur la limite de la zone de saturation. Donc, c'est la différence entre les deux problèmes. Ben, si j'enlève, donc, là, je vais rester dans cet environnement-là, OK? Parce que je ne suis pas capable d'écrire sur l'autre. Je ne suis vraiment pas capable d'écrire. Ce n'est pas un PDF, c'est l'environnement de création des problèmes. Donc, mettons que je dis, j'enlève ça, OK? Si j'enlève ça, je n'ai pas le droit d'écrire ça. Donc, est-ce que je suis capable de résoudre le problème?
Je ne sais pas si c'est ça. Donc, je vais voir qu'est-ce que ça implique de résoudre ce problème-là. Donc, donc, la solution est plus bonne, on est d'accord, là? Donc, il faut changer. On retourne, puis on transforme ce problème dans un autre problème. OK? C'est l'équivalent de dire, vous constatez que ça a été traduit en cours de route, parce qu'Omar, il y avait du mal avec le français. Donc, j'enlève ça, et là, mettons que je veux résoudre ce problème. Ça, c'est très proche du problème qui vous intéresse. Donc, là, j'ai besoin du VG. OK? Si je veux résoudre ce problème-là, VG égale 3 divisé par 7,5 fois 5. OK? Fois 5, c'est correct. Je vais... Soyons pas trop brouillons. 3 divisé par 7,5, mettons la parenthèse au bon endroit, fois 5. Donc là, vous avez VG. Ensuite, vous voulez avoir VS. C'est par là que ça passe. Il faut vraiment le faire comme ça. Donc, là, ensuite, ça vous prend VS. Vous voulez trouver VS. Donc, VS, c'est égal à VG moins VGS. Je vais écrire ça. OK. VGS, ça va être quoi? Donc, là, je peux écrire que VS, je n'ai pas la solution, je suis en train de la créer. Hein? VS, c'est égal à RS fois 1,25. OK? Donc, d'accord? Excusez, je suis une bêtise que je fais là. C'est 1,25. Regarde ce que tu fais, Yvon, là. IS fois 1,25. OK? Là, ensuite, j'ai que pour un transistor comme ça, vous n'avez pas le choix. IS est égal à ID. Il n'y a pas de courant de base, il n'y a pas de courant de grille. IS est égal à ID. Le courant ne peut pas aller venir ou aller d'ailleurs. Est égal à K fois VGS moins VT au carré. OK? Est-ce qu'on a un K? Bon. Oui? Oui, M. Tournier? Juste pour savoir, ici, le K, c'est le K majuscule, fait que c'est le petit K sur 2, c'est ça? Oui, cependant, là, je peux m'aider, parce que là, c'est toujours vrai. Quand il a fait dans ce problème-là, ici, le K, il est où le K? Le K, il a fait, regardez le calcul du K ici, là. Regardez, ici. Ça, ce bout-là devient complètement parfait, là, correct, là. Le K, il faut tenir compte du W sur L, il faut tenir compte du mu COX, et puis ensuite, quand on arrive au K, quelle est la valeur de K là-dedans? Là, évidemment, il faut la bonne équation. Hein? En fait, je vous dis, écrivez-les sur votre feuille. Je ne m'en souviens pas de tête parce que c'est trop facile de se tromper. Puis je ne suis pas drillé en fonction de passer l'examen maintenant. Là, je le fais complètement à froid. Là. Donc, je m'en vais ici. Modèle petit signal fréquentiel.
Non, je suis dans le champ, je m'excuse. Modèle grand petit signal, je crois que je suis au mauvais endroit. D'accord. Et l'expression dont on a besoin. Trouver la bonne. Et mon expression de cas. Elle n'est pas dans ce module de cours. Résumé VJT. Non, j'ai besoin du résumé MOS. Écoutez, je vais aller au bon endroit pour trouver la bonne expression. La bonne expression, si je veux la trouver, elle est, je recule une autre fois, je ressors du mini-test et je m'en vais. La bonne expression, elle est dans le module de cours. Ben, je vous dis aller dans le résumé. Donc, je ne l'ai pas préparé, le résumé, puis je n'ai pas étudié. Je fais complètement à froid. Évidemment, à froid, ça ne va pas bien. Donc, si vous rentrez un examen à froid, vous allez avoir de la misère, comme moi. Donc, là, on s'en va dans le module de cours. J'ai besoin du résumé. J'ai besoin du résumé MOS. Je vais voir si elle est là. Je suis en train de me balader, là. Résumé MOS, résumé MOS. Polarisation des MOS. Amplificateur MOS. Où est mon résumé MOS? Ah. Bon, ça va pas bien. MOS. Résumé. OK. J'ai mon résumé MOS. C'est ce que je voulais. Pour une raison qui m'échappe, je ne l'ai pas pris. Partage d'écran. Oui, partage d'écran. Partage d'écran. Partager mon écran. OK. Là, j'ai le résumé MOS ouvert. OK. L'équation qui s'applique. L'équation qui s'applique, c'est ça. Bon, ben, l'équation là n'est pas là. Donc, vous voyez, si j'ai ce problème-là, avec le résumé qui est là, je suis dans le trouble. Mais pas vraiment. Regardez, vous avez ici, je ne sais pas si vous voyez mon pointeur, bêta, le bêta du transistor. Il faut vous retrouver dans les équations. Hein. Il y a le grand bêta qui est là, parce que c'est un prof une année passée qui a écrit ça, puis moi, je n'ai pas recréé ça, j'ai utilisé ça. Le bêta qui est là, c'est grand K. Donc, et si vous voyez ici, donc bêta est égal à mu n Cox W sur n, vous avez une expression ici qui vous donne ID, vous la voyez, là, est égale à bêta fois VGS moins VTH fois VDS. Donc, d'accord. Et ça, c'est dans le mode triode. Et dans le mode, vous voyez ici, là, l'expression de bêta, elle tient, mu n Cox W sur L. Est-ce que vous la voyez? Oui, d'accord, merci. Donc, et là, vous voyez ID, bêta sur 2 fois VGS moins VTH. Donc, il faut calculer le bêta. Il faut remplacer par l'expression qui est là. J'arrête le partage d'écran. Donc, il y a bel et bien, oui, un divisé par 2. Il y a une correction par W sur L de WNCMOS, puis il y a un divisé par 2. Donc, c'est comment faire un problème un petit peu plus difficile pour voir si vous avez compris la théorie. Donc, ça, c'est une manière de le faire. Donc là, si on retourne à notre problème qu'on est en train d'essayer de créer une solution, donc là, je peux... Bon, OK. Donc, le K, il faut le calculer. Puis là, moi, je le vois encore, vous ne le voyez plus. C'est mu n Cox, mu np Cox fois W sur L. Donc là, on vous donne ici donc le mu n Cox.
on vous donne ici le mu NCA, pointeur. On vous donne ici le mu NCox, on vous donne un WL, là on vous force à faire ce qui a été fait ici dans la solution. Ce qui a été fait ici dans la solution, c'est le mu NCox fois W sur L, et puis là c'est une forme de l'équation en mode triode. Puis évidemment, quand on est en mode triode, ben, c'est triode juste au bord de la saturation. Donc ça, c'est un cas particulier du problème. Mais là, le cas qui m'intéresse, c'est mu n Cox fois W sur L, qui a été appelé bêta dans le résumé. Donc, bien sûr, recréez-le, le résumé, c'est votre résumé. Il faut que vous soyez confortable avec, comme avec vos vêtements. Donc, ça, c'est le grand cas. Et là, en fait, ensuite, il faut prendre ce grand cas que vous allez calculer, puis aller avec grand K. En fait, c'est K', cette affaire-là. Le grand K, en fait, je m'excuse, j'ai dit une bêtise. Là. Le bêta du résumé, c'est Kp. Le grand K, c'est Kp divisé par 2. Donc, ID est égal à Kp divisé par 2, oui, le Kp étant égal à bêta fois VGS moins VTH divisé fois VD, excusez. Bêta est égal à mu n Cox fois W sur L, comme dans le résumé. Le bêta, qui est dans le résumé, c'est Kp. Et ID étant égal à Kp sur 2, qui devient K. Donc là, maintenant, on est prêt à retourner ici. Donc, il faut faire le calcul correctement, là. Et il faut faire le calcul correctement, puis on retourne ici, avec le K qui est là. Et là, vous avez cette expression quadratique que vous devez poursuivre pour poursuivre l'analyse. Il vous faut avoir la bonne valeur de K. Donc, c'est 320 fois 10 divisé par 2. Donc là, je vais être capable de me faire une note pour faire du hand waving. 320 fois 10 divisé par 2. Ça devrait me donner un K de 1500 plus 100, 1600. Gardez bien vos unités, bien sûr. Les unités, vous les avez en haut. Une fois que vous avez ça comme ça, ça devient le grand K. Parce que vous avez fait le divisé par 2. Là, maintenant que vous avez ça, vous êtes en mesure de remplacer dans l'expression qui est là. Et si vous avez IS qui est égal à ça, donc vous êtes là, vous êtes bon pour faire une boucle de Kirchhoff. Cours de circuit, pas le droit d'oublier. Même si c'est plus de cours de circuit, un ingénieur électronicien n'a pas le droit de ne pas connaître ce circuit. Donc, c'est comme connaître votre alphabet après la maternelle. Donc, vous avez donc, qu'est-ce que ça donne? Je vais le faire au long, là. Sortir une calculatrice que vous ne voyez pas. Je me sors une calculatrice que vous ne voyez pas. Et la calculatrice, elle est vraiment immense. Elle est très, très grosse, vous voyez. Et pourquoi qu'elle nuise? Donc, si je fais 3 divisé par 7,5 fois 5 égale 0,4. 0,4, ça c'est des beaux chiffres. 0,4 fois 5, c'est 2. Donc ça ici, c'est égal à 2. Donc là, vous avez 2. Moins 1,25 pour K. Oups, petit point, j'ai écrit l'autre chose. 2 moins 1,25, la résistance, fois 2, 1,25 fois, là on a dit 1600.
fois VGS moins VT est égal à, donc, 2 VG moins RS est égal à VGS. Et maintenant, il vous faut, vous avez une, évidemment, j'ai oublié mon carré. D'accord? Et cette expression, VT est une grandeur déterminée. Donc, il faut bien sûr réécrire l'équation. C'est ça faire un problème. Hein? Donc, là, vous avez ici, excusez, une plume. Donc, vous avez le VT qui vous est donné là. Donc, il vous faut remplacer puis calculer. Tourner la manivelle. Et là, vous l'avez essentiellement au long, sans faire l'hypothèse. Et ça vous permet de trouver VGS. Quand vous avez VGS, vous pouvez calculer le IS. Quand vous avez le IS, vous avez RS. IS, ça vous donne VS. VD, c'est quoi? Ben, VD, est égal à 5 moins 10 fois IS, parce que, bien sûr, IS est égal à ID. Il n'y a pas le choix. Et donc, une fois que vous avez trouvé IS, tout le reste découle naturellement et c'est banal. Je ne sais pas si ça répond à cette question-là, je pense que oui. Calculer le GM. Le GM, ben là, évidemment, de tête, GM, racine carrée de 2, racine carrée de 4KID. C'est GM. C'est une formule sur votre feuille. Donc, vous avez trouvé ID en route, vous avez le K en route, et ça, c'est exposant 0,5. Et donc, ça vous donne le GM. Dessiner le modèle petit signal. Bon, c'est sûr que faire ça en 10 minutes, vous ne l'avez jamais fait, aïe aïe. Mais le but des mini-tests, vous ne l'avez pas encore compris, c'est que vous réalisiez que si vous ne l'avez jamais fait, vous allez choquer à l'examen. Donc, je vous invite à reprendre ce problème et à le refaire, le livre fermé. Et je ne peux pas vous redire assez que de lire une solution, puis de regarder le professeur pédaler, ne vous rend pas apte à le faire dans un temps déterminé à l'examen. Faites-le à partir de l'énoncé du problème à livre fermé. D'accord? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Concernant la saturation, barre de saturation, bon point, ça a été mal traduit. Le problème, opère avec de très grandes valeurs et que le transistor opère dans la région de saturation. Ah, intéressant. Wow. Ben, c'est intéressant. Tu sais, comme on dit en bon canadien, lost in translation. Intéressant, très, très intéressant comme question. Opère dans la région de saturation et opère au bord de la région de saturation.
quelle est la différence? Si vous n'avez pas de données pour calculer l'effet Early, le courant au bord de la région de saturation et le courant dans la région de saturation, il est le même. Donc, vous ne pouvez pas poser, cependant, opérer au bord de la région de saturation vous permet d'écrire l'équation qui est ici. Et ce n'est pas le problème que j'ai résolu, là. Donc, opérer au bord de la région de saturation vous permet d'écrire ça. Opérer dans la région de saturation, ça vous amène ailleurs, ça vous amène à être obligé de résoudre ce que je viens de faire. Mais le commentaire qui est fait tout à fait juste, là, il y avait un problème de traduction. Comment trouver le point d'opération pour le numéro 5 du mini-test? Je m'en vais ici au mini-test. Une seconde, je retourne au mini-test. Je retourne au mini-test. Mini-test 8. Il apparaît évident que ce mini-test était très long, pour 30 minutes. Je m'en vais à modifier le test. La 5. Je vais ouvrir la question 5. OK. Là, je vais faire un partage d'écran. Bon. Attendez un peu. C'est ça ici la question, là? Soit un amplificateur de tension, d'accord? Quelle est la question? Je m'excuse, je suis dans le mode création, là. Je ne vois pas la question. Calculer le point d'opération du transistor. OK. Donc, toujours en partage d'écran, oui. Donc, j'ai toujours mon VDS sur 2, d'accord. OK. Point d'opération. Calculer, hein, pour résoudre la quadratique. C'est un autre problème qui est pareil comme le problème que je viens de faire, où il faut prendre donc la tension qui est ici, qui est de 2,5, et 2,5 moins VGS, puis là, il y a RS fois IS, puis c'est la même quadratique qu'il faut résoudre encore une fois. Donc, c'est quoi et puis le point d'opération, et est-ce que vous êtes au-dessus du seuil? Vous êtes certainement au-dessus du seuil. Est-ce que le transistor est dans le mode triode? Là, ça devient il faut vraiment le calculer. Je ne suis pas capable de le dire a priori. On n'est pas capable de dire a priori si le transistor est dans le mode triode. Sauf que, qu'est-ce que ça dit la question? Je suis capable de le deviner comme ça. Calculer ID et VGS. Ben, il faut calculer. Il n'y a pas de choix. Donc, c'est une autre fois le même problème. C'est une autre fois le même problème, mais je ne suis pas du tout dans un environnement pour le calculer vite. Ça me prendrait, j'irais 10 fois plus vite, bien sûr, avec une feuille et un crayon, puis ma feuille de mémoire. Très bon problème. Très bon problème. Je reviens de refaire une variante de ce problème-là. C'est exactement le même problème. C'est toujours le même problème. C'est ça un problème de MOS élémentaire. Donc,
C'est un problème pareil. Si vous savez, drillez-vous à faire des problèmes comme ça. C'est pas plus compliqué que ça. Ensuite, le suivant. Mais je ne comprends pas parce que c'est quasiment 2 fois le même problème qu'il vous a demandé. Mais évidemment, il faut le faire 2 fois. Ça prend du temps. Là, partie 2. Je vois pas. Je comprends pas. Vous êtes en train de voir l'environnement de création, là, présentement. Vous êtes en train de voir derrière le rideau. Écoutez, je ne vois pas la question. Calculer GM et RDS avec les paramètres dynamiques du transistor. C'est la même question. C'est vraiment la même question, avec d'autres mots. Calculer Rin, la résistance à mi-bande de cet amplificateur. OK. Écoutez, c'est toutes des variantes des mêmes calculs tout le temps. C'est des variantes des mêmes calculs tout le temps. Moi, je vous invite à... Je ne vais pas faire quelque chose d'intelligent maintenant, là. Je propose, je vois pas... Il n'y a pas de difficulté nouvelle. Il faut juste faire le calcul. Calculer le R out. Et des exemples comme ça, vous en avez dans le modèle de cours que je n'ai pas amené. Excusez, là. Si je m'en vais, je m'en vais. Tourne. 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 Je retourne. Et des problèmes comme ça, c'est le module de cours sur l'amplificateur en source commune. En fait, ce sont des problèmes de polarisation. Ce sont des problèmes de polarisation, mais en fait, le genre de calcul qu'on est en train de vous demander là, le problème qui en est le plus proche, dans le matériel de cours est, je ne pensais pas d'aller aussi loin, là, drain commun, oui, le module polarisation. De polarisation, voilà. Et là, vous regardez, c'est comme tout le temps la même chose, là. Regardez ce problème-là. C'est cet exercice-là. C'est littéralement cet exercice-là. Encore et encore et encore. C'est tout le temps la même chose. Donc, si vous savez si vous savez résoudre ce problème-là, puis j'en ai déjà parlé la semaine passée, c'est la même chose que dans le module, que dans l'examen, que dans le mini-test. Donc, le problème du mini-test, c'est ça. Il n'y a rien d'autre. Bien, sans le corriger. Vous avez les réponses. On en a parlé la semaine passée. Vous savez, j'ai expliqué dans le module de cours live la semaine passée comment le résoudre. J'ai pris le temps de le faire au long la semaine passée. Si vous n'êtes pas capable de résoudre un problème comme ça par vous-même, posez-vous des questions. Mais je viens de le faire essentiellement, ce que je viens de faire au long une autre fois. Je viens de faire au long une autre fois. C'est ça. C'est le problème de résoudre la polarisation d'un MOS. Et on peut changer les valeurs, mais est-ce que je suis encore en partage d'écran? Je ne vois pas. J'ai arrêté le partage d'écran. Le problème, c'est que si je regarde je ne sais plus où je suis rendu là.
que vous voyez. Si je regarde ce problème-là, et que je regarde le même problème avec des valeurs différentes. Donc, je vous invite vraiment à vous assurer que, et encore une fois, regardez le professeur pédaler, c'est rigolo, puis là, vous pouvez vous dire, ah, il est donc bien pas bon à expliquer, mais là, c'est votre tour, là. C'est votre tour. Prenez le problème, sortez votre papier, sortez votre crayon, sortez vos équations, puis calculez-le. Il n'y a absolument rien de difficile là-dedans. Ça fait plusieurs fois que je le fais. Donc, il est 10h10. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions pressantes. Monsieur Zarad. Oui, monsieur, est-ce que vous m'entendez? Oui. Ok, parfait. En fait, je veux juste m'assurer que les modules du cours qu'on a vus cette semaine, et je veux dire, ceux que vous avez publiés le week-end dernier, est-ce qu'ils étaient les derniers ou pas? Répétez la question, je n'ai pas compris. Ok. En fait, je veux dire, les capsules vidéo que vous avez publiées la semaine dernière, est-ce qu'ils étaient les dernières? Ça veut dire, c'est bon, on a fini la matière ou pas encore? La réponse n'est pas tout à Je fait pense que oui. non. Et je vais vous dire, qu'est-ce qu'il va y avoir de plus. Vous allez voir ce que vous voyez pas. Et ce que vous voyez pas, c'est mon devoir pour demain, là. Mon devoir pour demain, c'est d'enregistrer le module amplificateur Cascode, qui est le pendant théorique de la simulation qu'on vous fait faire. Si vous pensez que les problèmes que vous venez de voir sont difficiles, ça devient vraiment corsé. D'accord? Là, on passe à un autre niveau de difficulté ici, avec l'analyse du Cascode. Et donc, ça commence à être des problèmes un peu plus costauds. Donc, ce module de cours-là manque, et je vais le faire. Et j'ai d'autres matériels que je veux vous montrer, mais donc, la réponse est non. Il y a au moins ça de plus que je veux faire, parce que c'est le cours pour la semaine prochaine, d'accord? Ça répond à votre question? Oui, ok, ça répond à ma question. C'est juste que sur le plan de cours, j'ai vu que vous avez enlevé des parties puisqu'on a eu une semaine de moins d'études cette session. Donc, je pensais que c'est bon, on a fini. C'est pour ça que j'ai posé la question. Regardez, encore une fois, il y a un bout, là. Il y a un bout c'est des modules de cours le module de cours que je ne veux pas faire, c'est ça, par exemple. Ça, je vais vous en exempter, d'accord? Je vais vous en exempter. J'aimerais bien revenir un peu dans un mode discussion sur cette... Non, pas lui, trop compliqué. En fait, j'aimerais bien... Oups, ça a sauté. Je sais pas ce qui s'est passé. Donc, je vais écouter, j'ai pas encore. Il y a des choses que je veux couvrir de plus. Puis, il y a au moins le Cascode. Et puis, j'ai des exemples de simulations. Puis, je vais donner priorité à répondre à vos questions. Donc, si vous avez des problèmes que vous ne savez pas résoudre, c'est le temps de poser la question, d'accord? Donc, je vais faire un cours en bonne et due forme la semaine prochaine. Monsieur, moi j'aurais une question. Oui. Je sais que vous avez passé rapidement dessus, mais la question de la semaine passée avec les mini-sources de 2.5 volts, là, je sais que j'ai posé la question dans le chat, là, je ne sais pas si vous l'avez vu, là, mais en tout cas, je sais qu'il y a beaucoup de chats, mais je me demandais qu'est-ce qu'on fait avec les sources de 2.5 volts? Pouvez-vous faire le problème, mais pas faire le problème au complet, mais juste dire qu'est-ce que vous auriez fait pour le résoudre, comme vite fait, parce que les sources de 2.5 volts, genre, on n'avait jamais vu ça dans les exercices ni dans les anciens devoirs, fait que j'étais pas trop sûr comment faire, puis je pense que j'étais pas le seul, là. Fait
Aidez-moi, il ne reste pas beaucoup de temps. À quel endroit exactement? Dans le mini-test de la semaine passée, c'était le numéro. Ben, j'ai pas porté attention au numéro, mais c'était le. Il avait l'air assez drôle. Est-ce que c'est dans lui? Non. Non. C'est dans le quiz de la semaine passée. Excusez, là. Je vais revenir. Je vais revenir. Planter. Dans le mini-test de la semaine passée, quel problème spécifique? J'y arrive, là. Il faut que je pédale pour scroll en fou pour me rendre. Là, je m'en vais au mini-test 8. Je l'ouvre. Je m'en vais en mode édition. Ah! J'étais au mauvais endroit. D'accord. Ah! J'étais vraiment au mauvais endroit. Laquelle des questions? Je fais un partage. Je pense que c'est le numéro 1, je suis vraiment pas sûr. OK. Non, moi, j'aurais dû être, je m'excuse. Hein. Celle-là? OK, non, c'est pas le numéro 1 d'abord. Non. Oui, c'est celle-là, c'est la question 3. Les sources de tension de 2,5 volts, là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est la question 3. Ouais, de 2,5 volts, c'est quoi ça? Puis, est-ce que vous pourriez dire, comme Chris vous aurait fait, juste les étapes, pas besoin de réaliser pas besoin de calculer toutes les choses, là, mais juste comme les étapes, genre trouver idée, juste les grosses étapes, en gros. Ben, c'est banal, mais c'est vraiment banal. Regardez, ce qu'il faut faire dans un cas comme ça, là, c'est 10 moins 2,5 est égal à 7,5. Et là, attendez un petit peu. Dans quelle polarité il l'a mis? Il a mis plus, moins. Bien sûr qu'il a fait. Je ne comprends vraiment pas pourquoi il a mis ça. Hein. Donc, j'ai comme l'impression que si je l'interprète comme une source, j'ai 10 plus 2,5 qui m'amène à 12,5. Vous pouvez toujours, et ça c'est le circuit, mais je ne comprends pas pourquoi il a fait ça, c'est pour vous mélanger. Là. Le 2,5 qui est là, c'est comme avoir 12,5 en haut, puis avoir 2,5 là, c'est pareil. Donc, j'ai interprété que ça voulait dire que c'était un point de mesure, mais apparemment non. Mais donc, 10 plus 2,5, ça donne 12,5. Là, si j'ai moins plus, ça veut dire que je mettrais moins 2,5 sur ce nœud-là. Et si j'ai moins 2,5 sur ce nœud-là et plus 12,5 sur ce nœud-là, c'est moins 2,5 à plus 12,5. Je reprends, OK? Si j'interprète ce symbole comme une source de 2,5 volts négatif en haut, positif en bas, c'est comme de dire que le potentiel sur ce nœud-là est 2,5 volts plus haut. Je peux, pour l'analyser, je prendrais la source, je la mettrais plus haut, et si je pars de plus 10, je fais une montée de 2,5, ça me fait 12,5, moins RG1, mais c'est trop compliqué pour rien. 12,5, là j'ai 0, moins 2,5, moins 2,5,
c'est comme si j'avais 12,5 en haut puis moins 2,5 en bas. C'est exactement le même problème, mais comme juste pour vous mélanger, avec une source de plus 12,5 et de moins, et de moins 2,5. Donc, il y a combien en tout? Il y a 15. Il y a 15 avec 7,5 volts de chute de chaque côté. Donc, je vais avoir un total de 15 volts au total contribué par les deux sources qui va se diviser en deux parce qu'il y a deux résistances de 10 mégohms. Donc là, je vais avoir moins 2,5 plus 7,5. Je vais avoir 5. Je vais avoir 12,5 moins 7,5 moins 12,5 moins 7,5 qui m'amène à 2,5 plus 2,5, 5. Mais si vous voulez, là, c'est comme une colle de votre cours de circuit. C'est juste un problème colle pour le cours de circuit. C'est ça qu'il a fait là. C'est OK, c'est pas cool. Je l'avais échappé. Sincèrement, je n'avais pas vu la question. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de dire? Ouais, un peu. Je pense que je vais regarder le cours encore pour comprendre plus. Mais merci. Regardez. On va retourner ici. Hand waving, je comprends, c'est pas clair. Je m'en vais ici, je m'en vais au tableau blanc, et là, j'ai ce que je décode. Est-ce que j'ai bien compris la question? Il y a 10. Il y a, dans le montage, je vois dans le montage une source. Je vois une résistance. On ne consomme pas de courant. Il y a une autre résistance. Et il y a une autre source qui fait 2,5 et qui fait 2. Pardon, je m'excuse, je vais effacer celle-là. Je reviens à ma plume, qui fait ici 2,5. Pour regarder, là, c'est comme ça que j'interprète les signes. Hein? Donc, si j'ai 0 ici, j'ai donc moins 2,5 là. Le fait d'avoir la source en bas ou en haut, je prends la résistance et la source. Je sais, vous peut-être moins, mais je peux les flipper les deux, ça ne change absolument rien. Donc, j'ai 12,5 ici. Et c'est une colle pour votre cours de circuit. Le professeur Nerguisian aurait pu vous la poser dans votre cours de circuit. Donc, j'ai 12,5 à ce point-ci. J'ai une 10 meg ici. J'ai une 10 meg qui est là. Donc, la différence entre moins 2,5 et 12,5, c'est 15 volts. 15 volts va se répartir en deux, 7,5 par résistance. Donc, là, je peux faire mes montées et mes chutes de tension. Donc, si j'ai 2,5 ici et que je monte si j'ai 12,5 et que j'ai plus, moins 7,5, okay? Si j'ai 12,5 à ce point-là, j'ai moins 7,5, j'ai donc 5 ici. Et si j'ai moins 2,5 plus 7,5, ça donne 5, heureusement, parce que c'est le même point, il faut que j'aille la même réponse. Donc, je viens de calculer que c'est 5 volts aux deux endroits. Mais moi, je l'ai fait comme si elles n'existaient pas. Je n'ai même pas compris ce qu'il voulait dire dans le problème, mais pour moi, c'est une vulgaire colle pour votre cours de circuit. Est-ce que c'est clair? Le module, là, je vais le publier, il va être enregistré, il est 10h24, je suis peut-être un peu rushé, là. Vous le regarderez à tête reposée. Ça, c'est un problème nono. Évidemment, je ne l'ai même pas vu, je n'ai même pas pensé que c'est ça qu'il voulait dire. Mais là, ce qui est important, c'est une fois qu'on a le 5 volts qui est là, on fait toute la solution du problème. Là, il est 10h24, je pense qu'il faudrait que je commence à envisager d'arrêter là.
puis vous laissez vous faire un cool-down pour le mini-test. Il ne sera pas difficile comme celui-là. Last call? Bon, ben, merci de votre attention. Je vais arrêter l'enregistrement, je vais le publier. Ça ne devrait pas prendre une semaine comme la dernière fois. C'était un bug de VIA, je m'en excuse. C'est vraiment, ça aurait dû sortir le lendemain, mais ça ne l'a pas fait. Donc, dès que je peux demander la publication du module, je vais le faire. J'espère que ça va être en ligne sur YouTube demain. Donc, ben, bon succès avec le mini-test, puis bonne fin de journée.